Je m'appelle Gabrielle Dufresne. J'ai 63 ans. Ce que je vais vous raconter aujourd'hui changera peut-être votre vision de la famille, de la gratitude et du silence. Il y a des moments dans la vie où une phrase suffit pour tout détruire. Une phrase dite avec mépris, avec ce sourire cruel que seul un fils peut offrir à sa propre mère. Une phrase qui vous coupe le souffle, qui vous fait douter de tout ce que vous avez construit, de tout ce que vous avez donné. Cette phrase, je l'ai entendue il y a 3 semaines, et je ne l'oublierai jamais. Mais avant de vous raconter ce jour-là, laissez-moi vous parler de ma vie, de cette maison que j'aimais tant, avec ses volets bleus et son jardin où poussaient des roses blanches. C'était une maison modeste, dans un quartier calme de Lyon, mais elle était à nous, à moi et à Henri, mon mari. Henri était électricien, un homme discret, travailleur, qui sentait toujours un peu l'huile et le café noir. Nous nous sommes mariés jeunes, à 22 ans, dans une petite église de campagne. Nos parents n'avaient pas beaucoup d'argent, alors nous avons commencé avec presque rien. Juste de l'amour et l'envie de construire quelque chose ensemble. Pendant 38 ans, nous avons vécu dans cette maison. Nous avons élevé notre fils unique, Thomas, dans ses murs. Je me souviens encore du bruit de ses pas dans l'escalier quand il rentrait de l'école, de l'odeur du chocolat chaud que je préparais pour son goûter. Henri jouait au ballon avec lui dans le jardin, le dimanche après-midi. C'était une vie simple, mais c'était notre vie. Henri est parti il y a 5 ans. Un matin de novembre, sans prévenir. Une crise cardiaque foudroyante. Il est tombé dans la cuisine, devant la cafetière qu'il venait de remplir. Je n'ai même pas eu le temps de lui dire au revoir. Après sa mort, tout est devenu plus lourd. Le silence de la maison, les factures, la solitude. Mais j'ai tenu bon. J'avais Thomas, mon fils, mon enfant unique. Je me disais que tant qu'il était là, je n'étais pas vraiment seule. Thomas s'est marié 2 ans après la mort de son père, avec Céline, une jeune femme élégante, avocate, toujours impeccablement habillée. Elle souriait beaucoup au début. Mais son sourire ne montait jamais jusqu'à ses yeux. Au début, tout allait bien. Thomas venait me voir chaque semaine. Il m'apportait du pain frais, des fruits. On prenait le café ensemble dans la cuisine, comme avant. Il me parlait de son travail, de ses projets. Je me sentais encore utile, encore aimée. Mais petit à petit, les visites se sont espacées. 1 fois par semaine est devenue 1 fois toutes les 2 semaines. Puis 1 fois par mois. Et puis, presque jamais. Céline tombait toujours malade le dimanche. Ou bien ils avaient un dîner important. Ou une réunion de dernière minute. Il y avait toujours une raison. Je ne disais rien. Je ne voulais pas être cette mère envahissante, celle qui se plaint, celle qui réclame de l'attention. Alors je souriais au téléphone et je disais que je comprenais. Mais il y a 6 mois, quelque chose a changé. Thomas est venu me voir un soir, sans prévenir. Il avait l'air fatigué, nerveux. Il s'est assis à la table de la cuisine, là où son père s'asseyait toujours, et il m'a dit quelque chose que je n'ai pas tout de suite compris. Il m'a dit qu'il serait peut-être mieux si je venais vivre avec eux. Sur le moment, mon cœur a bondi. J'ai pensé que c'était de l'amour, que mon fils voulait prendre soin de moi, que je ne serais plus seule. Mais quand j'ai vu ses yeux, j'ai compris. Ce n'était pas de l'amour, c'était du calcul. Il voulait que je vende la maison. Voilà ce qui se cachait derrière cette proposition. Ne manquez aucune de ces histoires, car ce que je vais vous révéler vous ouvrira les yeux sur ce que certains enfants sont capables de faire à leurs propres parents. Mais cette nuit-là, en regardant mon fils assis dans la cuisine de mon mari, j'ai senti quelque chose se briser en moi, quelque chose que je n'arrivais pas encore à nommer. J'ai accepté. Je sais ce que vous pensez. Pourquoi une mère accepterait-elle de vendre la maison où elle a vécu toute sa vie? La maison où son mari est mort? La maison où son fils a grandi? Mais vous ne comprenez pas. Quand on vieillit, quand on est seul, on commence à douter de tout. On se demande si on n'est pas un fardeau, si on ne dérange pas, si on ne devrait pas être reconnaissante qu'on pense encore à nous. Thomas m'a expliqué que la maison était trop grande pour moi, que l'entretien coûtait cher, que les escaliers étaient dangereux à mon âge, que je serais mieux entourée, avec eux, dans leur belle maison moderne, avec ascenseur et jardin. Il parlait doucement, comme on parle à un enfant. Et moi, je l'écoutais, en me disant qu'il avait peut-être raison. Céline souriait à côté de lui, ce sourire froid que je commençais à reconnaître. Alors j'ai signé les papiers. J'ai vendu la maison de ma vie pour 320 000 €, une somme qui m'a semblé énorme sur le moment. Thomas m'a dit qu'il mettrait cet argent en sécurité pour moi,
qu'il gérerait tout, que je n'aurais plus à m'inquiéter de rien. Je lui ai fait confiance. 2 semaines plus tard, j'emménageais chez eux, dans une petite chambre au premier étage, à côté de la buanderie. Une chambre avec un lit simple, une commode et une fenêtre qui donnait sur le mur du voisin. Thomas m'a dit que c'était temporaire, que plus tard, on aménagerait mieux. Je l'ai cru. Les premiers jours, j'ai essayé de me rendre utile. Je préparais le petit déjeuner, je rangeais la cuisine, je repassais le linge. Je voulais montrer que je n'étais pas un poids, que j'avais encore ma place. Mais Céline n'aimait pas ma façon de plier les serviettes. Elle n'aimait pas que je touche à ses casseroles. Elle n'aimait pas que je déplace ses affaires. Un matin, elle m'a dit, avec ce sourire poli qui ne cachait rien de son agacement, « Gabrielle, vous n'avez pas besoin de faire tout ça. Reposez-vous, profitez. » Mais je voyais bien dans ses yeux ce qu'elle voulait vraiment dire. « Ne touche à rien. Ce n'est pas ta maison. » Alors j'ai arrêté. Je restais dans ma chambre. Je lisais. Je regardais par la fenêtre. J'attendais que Thomas rentre du travail pour avoir quelqu'un à qui parler. Mais Thomas était toujours fatigué, toujours pressé, toujours ailleurs. Les semaines ont passé, puis les mois. Et petit à petit, j'ai compris que je n'étais pas chez moi. J'étais chez eux. Et eux ne voulaient pas vraiment de moi. Céline ne me parlait presque plus. Elle me saluait à peine le matin. Quand je posais une question, elle répondait par monosyllabes, sans lever les yeux de son téléphone. Thomas, lui, évitait mon regard. Il partait tôt le matin, rentrait tard le soir. Les dimanches, il avait toujours quelque chose à faire ailleurs. Je commençais à me sentir invisible. Un jour, j'ai voulu leur préparer un bon repas, comme avant. Un bœuf bourguignon, comme Henri aimait. J'ai mis des heures à le préparer, avec amour, avec soin. Quand ils sont rentrés, Céline a regardé la table et a dit « Ah, on a déjà mangé, Gabrielle. On ne vous avait pas prévenu ?» Ils sont montés dans leur chambre. Et moi, je suis restée seule devant ce repas que personne ne mangerait. Ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, j'ai pleuré. Mais le pire n'était pas encore arrivé. Il y a 3 semaines, j'ai commencé à avoir des douleurs dans la poitrine. Mon médecin m'avait prescrit de nouveaux médicaments pour la tension. Des comprimés à prendre matin et soir, avec de l'eau, toujours à la même heure. Mais j'avais du mal à ouvrir les boîtes. Mes mains tremblaient. L'arthrite, vous comprenez. Un matin, Thomas était dans la cuisine, en train de boire son café avant de partir. Je suis descendue, avec mes boîtes de médicaments, et je lui ai demandé doucement « Thomas, mon chéri, est-ce que tu peux m'aider à ouvrir ça ?» Mes mains ne veulent plus. Il a levé les yeux vers moi, et il a ri. Pas un rire gentil, un rire sec, méprisant, celui qu'on réserve aux choses absurdes. Puis il a dit, en posant sa tasse avec un bruit sec sur le comptoir, « Tu vis de faveur ici, maman. » D'où m'écoutez-vous en ce moment? Êtes-vous seule, comme je l'étais ce jour-là? Je suis restée figée. Ces mots résonnaient dans ma tête comme une gifle. Tu vis de faveur, comme si j'étais une étrangère, comme si je n'avais pas vendu ma maison pour venir ici, comme si je n'avais pas donné ma vie entière pour élever cet homme qui me regardait maintenant avec du mépris. Je n'ai rien dit. J'ai ramassé mes médicaments. Je suis remontée dans ma chambre. Et j'ai pleuré, en silence, assise au bord de mon lit. Mais cet après-midi-là, quelque chose s'est produit qui a tout changé. J'étais assise dans ma chambre, les yeux rouges, quand le téléphone a sonné. C'était un numéro que je ne connaissais pas. Normalement, je ne réponds jamais aux numéros inconnus. Trop de publicité, trop d'arnaques. Mais ce jour-là, j'avais besoin d'entendre une voix humaine. N'importe laquelle. J'ai décroché. « Allô? Bonjour, madame. Ici la Banque Populaire de Lyon, service immobilier. Je souhaiterais parler à madame Gabrielle Dufresne, s'il vous plaît. » Mon cœur s'est serré. La banque. Pourquoi la banque m'appelait? C'est moi, j'ai répondu, la voix encore tremblante. Madame Dufresne, nous avons besoin de votre signature pour finaliser un dossier concernant une propriété enregistrée à votre nom. Il s'agit d'un bien situé avenue Victor Hugo, numéro 47. J'ai froncé les sourcils. Avenue Victor Hugo. C'était l'adresse de Thomas et Céline. Leur maison. Je ne comprends pas, monsieur. Cette maison n'est pas à moi. C'est celle de mon fils. Il y a eu un silence au bout du fil. Un silence étrange, comme si la personne vérifiait quelque chose. Madame, selon nos registres, vous êtes la propriétaire légale de ce bien depuis le 23 avril dernier. Le bien a été acquis avec les fonds provenant de la vente de votre précédente résidence, rue des Lilas. Votre fils, monsieur Thomas Dufresne, figure comme co-emprunteur,
Mais vous êtes la titulaire principale. Le monde s'est arrêté. J'ai dû m'asseoir. Mes jambes ne me portèrent plus. Mais je n'ai jamais signé pour cette maison. Je ne savais pas. Madame, vous avez signé l'acte d'achat chez le notaire Maître Blanchard, le 23 avril. J'ai votre signature sous les yeux. Nous avons besoin que vous veniez régulariser certains documents pour une demande de crédit que votre fils souhaite contracter. Comme vous êtes la propriétaire, votre accord est indispensable. Je ne respirais plus. Vous êtes sûre? Absolument, madame. D'ailleurs, c'est pour cette raison que je vous contacte directement. Nous ne pouvons rien faire sans l'autorisation de la véritable propriétaire. La véritable propriétaire. Ces mots ont résonné dans ma tête comme une cloche. J'ai remercié l'homme. J'ai noté son nom et son numéro. Et j'ai raccroché. Puis je suis restée assise là, sur mon lit, dans cette petite chambre à côté de la buanderie, en réalisant lentement ce qui venait de se passer. Thomas m'avait menti. Il ne m'avait pas demandé de vendre ma maison pour que je vive mieux avec eux. Il me l'avait demandé pour acheter cette maison, leur maison, avec mon argent. Et il avait mis la propriété à mon nom. Pourquoi? Pour éviter de payer certaines taxes, pour protéger son patrimoine en cas de problème? Je ne savais pas. Mais ce que je savais, c'est qu'il m'avait utilisée. Et ensuite, il m'avait traitée comme une invitée indésirable, comme quelqu'un qui vivait de faveur, dans ma propre maison. Je me suis levée. Mes mains tremblaient, mais ce n'était plus de faiblesse. C'était de colère. J'ai fouillé dans mes affaires. J'avais gardé tous les papiers que Thomas m'avait fait signer. Je ne les avais jamais vraiment lus. Je lui faisais confiance. C'était mon fils. Pourquoi aurais-je dû vérifier? J'ai trouvé le dossier. Une grande enveloppe Kraft avec le logo du notaire. Je l'ai ouverte. J'ai sorti les documents. Et là, en première page, j'ai vu mon nom. Propriétaire, Madame Gabrielle Marie Dufresne. Tout était là, noir sur blanc. Cette maison était à moi. Tout l'argent de la vente de ma maison avec Henri avait servi à acheter celle-ci. 320 000 €. Mon héritage, mon passé, tout ce qui me restait d'Henri. Thomas avait tout pris. Et moi, comme une idiote, je vivais dans une chambre minuscule, en me sentant coupable de déranger. J'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Thomas rentrait du travail. J'ai pris les papiers. Je suis descendue. Il était dans le salon, en train d'enlever sa veste. Céline était assise sur le canapé, un verre de vin à la main. Quand il m'a vue, il a levé les yeux avec cet air agacé qu'il avait maintenant tout le temps. « Quoi encore, maman ?» J'ai posé les documents sur la table basse, devant lui. « La banque a appelé », j'ai dit calmement. Son visage a changé. Il est devenu blanc, très blanc. Céline s'est redressée, son verre figé à mi-chemin de ses lèvres. Ils ont demandé la signature de la véritable propriétaire de cette maison. Le silence qui a suivi était tellement lourd qu'on aurait pu l'entendre tomber. Thomas a ouvert la bouche, puis il l'a refermée. Il cherchait ses mots, mais il n'y avait rien à dire. Céline a posé son verre. Elle me regardait avec une expression que je n'avais jamais vue, de la peur. Et moi, pour la première fois depuis des mois, j'ai souri. Un sourire calme, un sourire qui venait du fond de mon âme. Et j'ai dit 3 mots. 3 mots simples, 3 mots que mon fils n'oubliera jamais. Mais avant de vous dire lesquels, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé ensuite. Parce que cette révélation n'était que le début. Les 3 mots que j'ai prononcés ce jour-là étaient simples, mais ils portaient en eux le poids de toute ma vie, de toute ma dignité retrouvée. Je les ai regardés droit dans les yeux, Thomas et Céline, et j'ai dit « c'est ma maison ». Voilà, 3 mots, rien de plus. Mais dans ces 3 mots, il y avait tout. La vérité, la justice, et surtout, la fin de leur petit jeu. Thomas a essayé de parler. Il a balbutié quelque chose, une excuse, une explication, je ne sais pas. Mais je ne l'écoutais plus. J'ai pris les documents, je suis remontée dans ma chambre, et j'ai fermé la porte à clé. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'étais assise sur mon lit, les papiers étalés devant moi, et je relisais chaque ligne, chaque clause, chaque signature. Tout était là. Tout était à mon nom. La maison, le prêt, tout. Thomas avait utilisé mon argent pour acheter cette propriété, mais il avait été assez malin pour mettre tout à mon nom. Pourquoi? Je l'ai compris plus tard. C'était une stratégie. Si un jour il avait des problèmes financiers, des dettes, un divorce, cette maison serait protégée. Elle était à Manon, légalement intouchable. Moi, j'étais juste un paravent, une façade juridique. Il pensait que je ne comprendrais jamais, que j'étais trop vieille,
trop naïve, trop confiante. Et pendant des mois, il avait raison. Mais ce coup de fil de la banque avait tout changé. Le lendemain matin, Thomas a frappé à ma porte, doucement, presque timidement. « Maman, on peut parler ?» Je n'ai pas répondu. Il a insisté. « S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. » J'ai ouvert la porte. Il était là, les traits tirés, l'air fatigué. Pour la première fois depuis longtemps, il ressemblait à mon petit garçon, celui qui avait peur de l'orage, celui qui venait se réfugier dans mes bras. Mais je ne pouvais plus voir cet enfant-là. Je voyais l'homme qu'il était devenu. « Explique-moi quoi, Thomas? Pourquoi tu m'as menti? Pourquoi tu m'as fait croire que cette maison était la tienne alors qu'elle est à moi? Pourquoi tu m'as fait vendre la maison de ton père pour acheter celle-ci ?» Il a baissé les yeux. « Ce n'était pas comme ça, maman. Je voulais te protéger. » « Me protéger? Oui. Si la maison était à mon nom et que j'avais des problèmes, on aurait pu tout perdre. Alors je l'ai mise à ton nom, pour qu'elle soit en sécurité. Pour nous. Pour toi aussi. Pour moi? » Ma voix tremblait. Pas de tristesse, de rage. « Thomas, tu m'as fait vivre dans une chambre à côté de la buanderie. Tu m'as traité comme une invitée indésirable. Tu m'as dit que je vivais de faveur. De faveur, Thomas. Dans ma propre maison. Il a essayé de m'interrompre, mais je ne l'ai pas laissé faire. Et ce matin où je t'ai demandé de m'aider avec mes médicaments, tu as ri. Tu as ri de moi, de ta propre mère. » Il a secoué la tête, les larmes aux yeux maintenant. « Je suis désolée. Je ne pensais pas... C'était une blague stupide. Je ne voulais pas te blesser. » « Une blague ?» J'ai respiré profondément. J'avais envie de crier, mais je me suis retenue. Je voulais qu'il comprenne, vraiment comprenne. « Thomas, est-ce que tu sais ce que ça fait de se sentir invisible dans sa propre maison? De marcher sur des œufs pour ne déranger personne? De manger seul dans sa chambre parce qu'on a peur de gêner? » Il ne répondait plus. Il regardait le sol. « J'ai vendu la maison où ton père est mort, la maison où tu as grandi, la maison où j'ai passé les plus belles années de ma vie. Et pourquoi? Parce que tu m'as dit que je serais mieux avec vous, que je ne serais plus seule. » Ma voix s'est brisée. « Mais Thomas, je n'ai jamais été aussi seule que depuis que je vis ici. » Il a levé la tête. Ses yeux étaient rouges. « Maman, non, laisse-moi finir. » Je l'ai regardé droit dans les yeux. Pendant des mois, j'ai cru que j'étais un fardeau, que je dérangeais, que je devais être reconnaissante d'avoir un toit au-dessus de ma tête. Mais maintenant, je sais la vérité. Ce toit, c'est le mien. Cette maison, c'est la mienne. Et toi, tu vis ici, grâce à moi. Le silence qui a suivi était insoutenable. Thomas a ouvert la bouche pour dire quelque chose, mais Céline est apparue derrière lui. Elle avait dû écouter toute la conversation. Et pour la première fois depuis que je la connaissais, elle ne souriait pas. Elle me regardait avec quelque chose que je n'avais jamais vu dans ses yeux. Du respect, ou peut-être de la peur. « Gabriel, » elle a dit doucement, « nous pouvons arranger les choses. Nous allons tout arranger. » J'ai secoué la tête. « Non, Céline. Il n'y a rien à arranger. Je sais maintenant où j'en suis. Et vous aussi. » Je suis rentrée dans ma chambre et j'ai refermé la porte. Mais cette fois, ce n'était pas pour pleurer. C'était pour réfléchir. Parce que maintenant, je devais décider quoi faire. Est-ce que j'allais pardonner? Est-ce que j'allais partir? Est-ce que j'allais les mettre dehors? Qu'auriez-vous fait à ma place? J'avais 63 ans. J'étais veuve, seule. Mais pour la première fois depuis longtemps, je n'étais plus faible. J'avais le pouvoir. Et eux le savaient. Les jours suivants ont été étranges. Thomas et Céline marchaient sur des œufs. Ils me parlaient poliment. Ils m'offrirent du café. Ils me demandaient si j'avais besoin de quelque chose. Mais je voyais bien que ce n'était pas de l'amour. C'était de la peur. La peur que je prenne une décision. La peur que je découvre autre chose. Et ils avaient raison d'avoir peur. Parce qu'une semaine plus tard, j'ai trouvé quelque chose qui a tout fait basculer. C'était un mercredi après-midi. Thomas et Céline étaient au travail. La maison était silencieuse. Trop silencieuse. Je marchais dans le couloir du premier étage quand j'ai remarqué que la porte du bureau de Thomas était entr'ouverte. Normalement, elle était toujours fermée à clé. Mais ce jour-là, quelqu'un avait oublié. Je ne suis pas quelqu'un qui fouille. Je n'ai jamais été ce genre de mère. Mais quelque chose en moi, une petite voix, me disait d'entrer. Alors je l'ai fait. Le bureau était ordonné. Trop ordonné. Des classeurs bien rangés sur les étagères. Un ordinateur portable fermé sur le bureau. Tout était à sa place.
Je me suis assise dans son fauteuil. J'ai regardé autour de moi. Et puis, presque par hasard, j'ai ouvert le tiroir du bas. À l'intérieur, il y avait une chemise en carton rouge. Le genre de chemise qu'on utilise pour les documents importants. Je l'ai sortie. Mes mains tremblaient un peu. Sur la couverture, il y avait écrit au stylo « Succession, document confidentiel. Succession ». Mon cœur s'est serré. J'ai ouvert la chemise. Et là, j'ai trouvé des choses que je n'aurais jamais dû voir. Il y avait d'abord un document du notaire, daté de 3 ans plus tôt, juste après la mort d'Henri. C'était un mandat de protection future. Un document que j'aurais signé, selon les papiers, donnant à Thomas le pouvoir de gérer mes affaires si un jour je devenais incapable de le faire moi-même. Je ne me souvenais pas d'avoir signé ça, mais ma signature était là, en bas de la page. J'ai continué à fouiller. Il y avait des relevés bancaires, mon compte, celui où l'argent de la vente de la maison avait été versé, 320 000 € au départ. Mais selon ces relevés, il ne restait plus que 47 000 €. Le reste avait été transféré, petit à petit, sur différents comptes, des comptes que je ne connaissais pas. J'ai senti mes jambes faiblir. Je me suis raccrochée au bureau pour ne pas tomber. Thomas n'avait pas seulement utilisé mon argent pour acheter cette maison. Il avait pris le reste, presque tout le reste, 273 000 €, disparus. J'ai continué à lire. Il y avait des factures, des achats de meubles haut de gamme, une voiture neuve pour Céline, un voyage aux Maldives, des restaurants, des boutiques de luxe, des week-ends dans des hôtels 5 étoiles, tout payé avec mon argent. L'argent qu'Henri et moi avions mis 38 ans à économiser, l'argent de notre vie. J'ai trouvé aussi des messages imprimés, des échanges entre Thomas et Céline, sur WhatsApp, je crois. L'un d'eux disait « Elle ne vérifiera jamais, elle me fait confiance ». Un autre « Tant qu'elle est là, on est tranquille. La maison est à son nom, personne ne peut nous toucher ». Et puis celui-ci qui m'a brisé le cœur. De toute façon, elle n'en a plus pour longtemps. À son âge, avec ses problèmes de santé, dans quelques années, tout sera à nous. Je n'arrivais plus à respirer. Mon propre fils, mon enfant, celui que j'avais porté, celui que j'avais élevé, celui pour qui j'aurais donné ma vie. Il attendait que je meure. Il avait tout planifié, me faire vendre ma maison, prendre mon argent, me garder comme une façade juridique. Et attendre que la nature fasse son travail. J'ai refermé la chemise. J'ai tout remis exactement comme je l'avais trouvé. Et je suis sortie du bureau. Je suis retournée dans ma chambre. Je me suis assise sur mon lit. Et pendant un long moment, je n'ai rien fait. Je regardais juste le mur devant moi. Je ne pleurais pas. Les larmes ne venaient plus. J'étais au-delà de la tristesse, au-delà de la colère même. J'étais dans ce lieu étrange où la douleur est si grande qu'elle devient presque silencieuse. Pendant des heures, je suis restée là, à réfléchir, à comprendre. Et puis, lentement, quelque chose a changé en moi. Je me suis souvenue d'Henri, de sa voix, de ses mains calleuses qui tenaient les miennes, de ses conseils. Henri me disait toujours « Gabrielle, tu es plus forte que tu ne le crois. Ne laisse personne te faire croire le contraire. » Et là, assise dans cette petite chambre, dans cette maison que mon argent avait achetée, j'ai pris une décision. Je n'allais pas me laisser faire. Je n'allais pas être cette vieille femme naïve qui attend la mort en silence. J'allais me battre. Quand Thomas est rentré ce soir-là, je l'attendais dans le salon, assise sur le canapé. Calme, très calme. Il m'a regardée avec surprise. « Maman, ça va ?» J'ai souri. Un sourire doux. « Oui, mon chéri, ça va très bien. Assieds-toi, s'il te plaît. » « J'aimerais qu'on parle. » Il s'est assis. Céline est entrée quelques minutes plus tard. Elle a senti la tension. Elle s'est assise à côté de lui. J'ai respiré profondément. Et j'ai commencé à parler. « Je sais que vous pensez que je suis vieille, que je suis faible, que je ne comprends rien à l'argent, aux lois, aux papiers. » Thomas a voulu dire quelque chose, mais j'ai levé la main. « Laisse-moi finir. Pendant longtemps, vous aviez raison. Je ne vérifiais rien. Je faisais confiance. Parce que c'est ce qu'on fait dans une famille. On fait confiance. » J'ai sorti une feuille de ma poche, un relevé bancaire que j'avais imprimé dans le bureau. Mais aujourd'hui, j'ai vérifié, et j'ai trouvé des choses intéressantes. Le visage de Thomas est devenu blanc. Céline s'est figée. J'ai posé le papier sur la table. 320 000 €, c'est ce que vous avez pris de moi, petit à petit, en pensant que je ne m'en rendrais jamais compte. Thomas a essayé de parler, mais aucun son ne sortait de sa bouche. Demain matin, j'ai rendez-vous avec un avocat, un très bon avocat,
quelqu'un qui va m'aider à comprendre exactement où est parti chaque euro de mon argent. Je me suis levée. Et après, nous allons avoir une vraie conversation, tous les trois. Je suis montée dans ma chambre. Derrière moi, j'entendais leurs voix, paniquées, confuses. Mais moi, j'étais calme. Pour la première fois depuis des mois, j'avais le contrôle. Et eux le savaient. Ce que je ne savais pas encore, c'est que cette confrontation allait révéler quelque chose de bien plus terrible que de l'argent volé. Le lendemain matin, je me suis réveillée avant l'aube. Le soleil n'était pas encore levé, mais je ne pouvais plus dormir. Mon esprit tournait en boucle, repassant chaque détail, chaque document, chaque mensonge. Je me suis habillée avec soin. Un tailleur bleu marine qu'Henri m'avait offert pour mes 50 ans. Il me disait que cette couleur me donnait de la prestance. J'avais besoin de cette prestance aujourd'hui. À 8 heures précises, j'étais dans le cabinet de Maître Rousseau, l'avocat que m'avait recommandé une ancienne collègue. Un homme d'une 60aine d'années, aux cheveux gris et au regard perçant. J'avais apporté tous les documents, la chemise rouge, les relevés bancaires, l'acte de propriété, le mandat de protection future, tout. Je les ai étalés sur son bureau comme on étale des preuves d'un crime. Maître Rousseau a pris son temps. Il a lu chaque page en silence, ajustant ses lunettes de temps en temps, fronçant les sourcils à certains passages. Après ce qui m'a semblé une éternité, il a levé les yeux vers moi. « Madame Dufresne, je vais être franc avec vous. Ce que votre fils a fait est très grave. » Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'on pouvait l'entendre dans toute la pièce. « Ce mandat de protection future, vous souvenez-vous vraiment de l'avoir signé ?» J'ai secoué la tête. « Non. Après la mort de mon mari, j'étais perdue. Thomas s'occupait de tout. Il m'apportait des papiers à signer. Il me disait que c'était pour les impôts, pour la succession, pour l'assurance. Je signais sans lire. Je lui faisais confiance. » Maître Rousseau a hoché la tête gravement. « Ce document lui donne un pouvoir considérable sur vos finances. Mais la loi est très claire. Ce pouvoir ne peut être utilisé que si vous êtes dans l'incapacité de gérer vos affaires vous-même. Or, vous êtes parfaitement lucide et capable. » Il a feuilleté les relevés bancaires. Ces transferts d'argent sont problématiques, très problématiques. Sans votre autorisation explicite, cela pourrait constituer un abus de confiance, voire un détournement de fonds. J'ai senti mes mains trembler. Qu'est-ce que je peux faire? Plusieurs choses. D'abord, révoquer immédiatement ce mandat. Reprendre le contrôle total de vos comptes. Ensuite, nous pouvons demander un audit complet de tous les mouvements financiers depuis 3 ans. Et enfin, il m'a regardé avec une expression sérieuse. Vous pourriez porter plainte. Le mot est resté suspendu dans l'air comme une menace. Porter plainte contre mon propre fils. Je ne veux pas le détruire, j'ai murmuré. C'est mon enfant. Je comprends, madame. Mais votre enfant vous a volé. Il a profité de votre deuil, de votre confiance, de votre amour maternel. Il faut que vous en soyez consciente. J'ai fermé les yeux. Des images défilaient dans ma tête. Thomas bébé dans mes bras. Thomas à 6 ans, courant dans le jardin. Thomas à 15 ans, me serrant dans ses bras après une dispute. Thomas à son mariage, m'embrassant et me disant « Merci maman, pour tout ». Comment cet enfant était-il devenu cet homme? Prenez le temps de réfléchir, a dit Maître Rousseau doucement. Mais en attendant, laissez-moi préparer les documents pour révoquer ce mandat et geler vos comptes. Plus 1 euro ne doit sortir sans votre autorisation. J'ai signé tout ce qu'il fallait. Cette fois, j'ai lu chaque ligne. Quand je suis rentrée à la maison, il était presque midi. Thomas et Céline étaient tous les deux là. Ils m'attendaient dans le salon. Leurs visages étaient tendus. « Où étais-tu » a demandé Thomas, essayant de paraître décontracté, mais échouant lamentablement. « Chez l'avocat. » Comme je vous l'avais dit, Céline s'est levée. « Gabriel, on peut discuter de tout ça calmement. Pas besoin d'avocat. C'est la famille, non ?» J'ai posé mon sac. « La famille. Oui, parlons-en, Céline. Parce que j'ai beaucoup réfléchi cette nuit à ce que signifie vraiment la famille. Je me suis assise dans le fauteuil face à eux. Mon fauteuil. Dans ma maison. Thomas, quand tu étais petit, tu avais peur du noir. Chaque soir, je restais dans ta chambre jusqu'à ce que tu t'endormes. Parfois 1 heure, parfois 2. Ton père me disait que j'allais t'habituer mal, que tu devais apprendre à dormir seul, mais je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas te laisser avoir peur. Thomas évitait mon regard. Quand tu avais 12 ans, tu es tombé de ton vélo. Tu t'es cassé le bras. Tu pleurais tellement fort. À l'hôpital, il ne voulait pas que je reste pendant qu'il remettait l'os en place. Mais je suis restée.
J'ai tenu ta main pendant que tu criais. Parce que c'est ça, être une mère. On reste, même quand ça fait mal. Ma voix s'est brisée, mais j'ai continué. Quand tu avais 20 ans, tu as eu des problèmes à l'université, des dettes de jeu. Tu te souviens? Tu es venu me voir en pleurant. Tu avais peur, peur de tout perdre, peur que ton père la prenne. J'ai pris sur mes économies personnelles 15 000 €, tout ce que j'avais mis de côté pendant des années. Je te les ai donnés sans hésiter, sans rien dire à ton père, parce que tu étais mon fils. Thomas avait maintenant les larmes aux yeux. Et quand ton père est mort, tu étais là. Tu m'as serré dans tes bras au cimetière. Tu m'as dit « Ne t'inquiète pas, maman. Je suis là. Je vais prendre soin de toi. » Et j'y ai cru. J'y ai tellement cru. J'ai sorti les documents de mon sac. Mais tu ne prenais pas soin de moi, Thomas. Tu prenais tout ce que j'avais. Céline a voulu dire quelque chose, mais je l'ai coupé d'un regard. 273 000 €. C'est ce que vous avez pris. L'argent qu'Henri et moi avons économisé pendant toute notre vie. Les vacances qu'on ne prenait pas pour économiser. Les restaurants où on n'allait pas. Les vêtements qu'on ne s'achetait pas. Tout ça, c'était pour notre retraite, pour nos vieux jours, pour être tranquille. Thomas s'est levé brusquement. « Maman, ce n'est pas ce que tu crois. Cet argent, je l'ai investi. Pour toi, pour nous. Je voulais le faire fructifier et te rendre bien plus. » Me rendre? J'ai ouvert un des relevés. 23 000 € pour une voiture. Une Audi Q7 pour Céline. C'était un investissement pour moi. Céline a rougi. 12 000 € pour un voyage aux Maldives. Un investissement aussi? Thomas s'est rassis. Il ne savait plus quoi dire. 8 000 € en restaurants et boutiques de luxe en un seul mois. Dis-moi, Thomas, en quoi dépenser mon argent dans des restaurants étoilés était un investissement pour mon avenir? Le silence était écrasant. J'ai révoqué le mandat ce matin. J'ai dit calmement. Tous mes comptes sont gelés. Plus un centime ne sortira sans ma signature. Mon avocat prépare un audit complet. Nous allons retrouver chaque euro. Et vous allez me rembourser. Thomas a explosé. Te rembourser? Avec quel argent, maman? Tu crois qu'on roule sur l'or? Cette maison, elle nous coûte une fortune chaque mois. Les crédits, les charges, tout. On ne peut pas te rembourser. Alors vendez la voiture de Céline. Céline a haleté. Annulez vos abonnements de luxe, vos clubs privés, vos week-ends en hôtel 5 étoiles. Vivez selon vos moyens, comme Henri et moi l'avons fait pendant 38 ans. Thomas s'est passé les mains dans les cheveux, désespéré. Tu ne comprends pas. On a une image à maintenir. Mon travail, les relations professionnelles de Céline, tout ça demande. Une image? Ma voix était maintenant glaciale. Pendant que vous mainteniez votre image, moi, je vivais dans une chambre de 6 mètres carrés à côté de la buanderie, dans ma propre maison. Vous me traitiez comme une domestique, comme un poids, comme quelqu'un qui vivait de faveur. J'ai vu Thomas tressaillir en entendant ces derniers mots. Oui, Thomas, je n'ai pas oublié. Quand je t'ai demandé de m'aider avec mes médicaments, tu as ri. Tu as dit que je vivais de faveur ici. Je me suis levé. Mais la vérité, c'est que c'est vous qui vivez de faveur, dans ma maison, avec mon argent. Et cette faveur, elle vient de prendre fin. Céline s'est mise à pleurer. Pas de vraies larmes, je le voyais bien. Des larmes calculées. Gabriel, s'il vous plaît, on peut arranger les choses. On va vous rembourser. Petit à petit. On va tout faire pour... Non, Céline. Je l'ai regardé dans les yeux. Vous savez ce qui me fait le plus mal dans tout ça? Ce n'est même pas l'argent. C'est que vous attendiez que je meure. Le silence qui a suivi était terrifiant. J'ai trouvé vos messages. Ceux où vous disiez « De toute façon, elle n'en a plus pour longtemps. Dans quelques années, tout sera à nous. » Thomas est devenu blanc comme un linge. Vous avez transformé ma maison en tombeau. Vous m'avez mise dans une petite chambre en attendant que je disparaisse. Vous comptiez les jours. Céline ne pleurait plus. Elle me regardait avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. Mais voilà, je suis toujours là, et je vais continuer à être là. Parce que, vous savez quoi? J'ai 63 ans, pas 90. J'ai encore beaucoup d'années devant moi. Je me suis dirigée vers l'escalier. Vous avez 1 semaine pour me présenter un plan de remboursement complet, avec un échéancier précis. Sinon, mon avocat portera plainte pour abus de confiance et détournement de fonds. Et cette maison sera vendue pour récupérer mon argent. J'ai monté les escaliers, laissant derrière moi 2 personnes pétrifiées. Mais ce soir-là, en m'endormant, quelque chose me tracassait encore. Une question restait sans réponse. Pourquoi? Pourquoi mon fils?
que j'avais élevé avec amour, était-il devenu capable de ça? La réponse allait venir d'une source inattendue, et elle allait me briser le cœur encore plus profondément. 3 jours ont passé dans un silence pesant. Thomas et Céline m'évitaient. Ils sortaient tôt le matin et rentraient tard le soir. Quand nous nous croisions, ils baissaient les yeux. Je passais mes journées à mettre de l'ordre dans mes affaires. Mon avocat avait commencé l'audit. Chaque jour, il m'envoyait des documents, des relevés, des preuves. C'était pire que ce que j'imaginais. Mais ce mercredi-là, tout a basculé. J'étais dans le jardin, en train d'arroser les rosiers que j'avais plantés quelques mois plus tôt. C'était une belle journée de printemps. Le soleil brillait doucement et j'entendais les oiseaux chanter. C'est alors que la sonnette a retenti. Je ne suis pas allée ouvrir tout de suite. Thomas et Céline avaient leurs clés. Et je ne recevais jamais de visite. La sonnette a retenti à nouveau. Puis, une 3e fois. J'ai posé mon arrosoir et je me suis dirigée vers la porte d'entrée. Quand j'ai ouvert, j'ai eu un choc. Devant moi se tenait une femme d'environ 35 ans, blonde, élégante, mais avec un air fatigué. Elle tenait dans ses bras une petite fille de 4 ou 5 ans. « Madame Dufresne ?» elle a demandé d'une voix hésitante. « Oui, je m'appelle Sophie Mercier. J'ai besoin de parler à Thomas. C'est urgent. » Mon cœur s'est serré. Quelque chose dans sa voix, dans son regard, me disait que cette visite n'était pas anodine. Thomas n'est pas là. Il est au travail. Elle a baissé les yeux. La petite fille s'accrochait à elle, timide. Je sais, mais je ne pouvais plus attendre. Il ne répond plus à mes messages. Il a changé de numéro. Je ne savais pas où aller d'autre. J'ai regardé cette femme, puis la petite fille. Et quelque chose dans les yeux de cet enfant m'a rappelé quelqu'un. « Entrez, s'il vous plaît. » Je les ai fait asseoir dans le salon. J'ai préparé du thé pour Sophie et un verre de jus d'orange pour la petite. « Comment vous appelez-vous, ma chérie ?» j'ai demandé à l'enfant. « Emma !» elle a répondu d'une petite voix. Emma. Un joli prénom. Sophie a bu une gorgée de thé, puis elle a posé sa tasse. Ses mains tremblaient. « Madame Dufresne, je ne sais pas par où commencer. C'est très difficile pour moi d'être ici. Prenez votre temps. » Elle a respiré profondément. Il y a 6 ans, j'ai rencontré Thomas. J'étais serveuse dans un restaurant à Paris. Il venait souvent déjeuner avec des collègues. Il était charmant, drôle. On a commencé à se parler, puis à se voir en dehors du restaurant. Mon cœur battait de plus en plus fort. Il m'a dit qu'il était célibataire, qu'il vivait seul, qu'il cherchait quelqu'un de bien pour fonder une famille. J'y ai cru. J'étais jeune, naïve. J'avais 29 ans et je rêvais d'avoir des enfants. Elle a regardé Emma qui jouait avec une poupée que je venais de lui donner. On s'est mis ensemble. Au début, tout était merveilleux. Il m'emmenait au restaurant, au cinéma. Il me faisait des cadeaux. Il me disait qu'il m'aimait. J'écoutais en silence, mais mon esprit tournait à toute vitesse. Et puis je suis tombée enceinte. Quand je lui ai annoncé, il était content. Enfin, c'est ce qu'il a dit. Il m'a promis qu'on allait se marier, qu'il allait s'occuper de nous. Elle a essuyé une larme. Mais après la naissance d'Emma, tout a changé. Il venait de moins en moins. Il disait qu'il avait beaucoup de travail, que sa mère était malade et qu'il devait s'occuper d'elle. J'ai tressailli. Sa mère malade, c'était moi. Mais je n'étais pas malade, je n'ai jamais été malade. Les mois ont passé. Il ne venait plus qu'une fois par mois, puis une fois tous les 2 mois. Il envoyait un peu d'argent, mais jamais assez. Je devais travailler 2 jobs pour joindre les 2 bouts. Elle a sorti son téléphone et m'a montré une photo. Thomas avec Emma bébé dans ses bras. Il souriait. Un grand sourire. Il y a 1 an, j'ai découvert la vérité. Par hasard. Une amie m'a envoyé un lien vers Facebook. Il y avait des photos de Thomas, des photos de son mariage. Mon sang s'est glacé. Son mariage avec Céline. Des photos datant de 5 ans, 1 an avant qu'il me rencontre. Sophie pleurait maintenant, ouvertement. Il était marié, depuis le début. Tout était un mensonge. Je n'étais pas sa petite amie, j'étais sa maîtresse. Et Emma était son enfant illégitime, celle qu'il cachait. Je ne pouvais plus respirer. Thomas avait une autre fille, une fille de 5 ans, ma petite fille. J'ai regardé Emma, ses yeux, ses cheveux, son sourire timide. Elle ressemblait à Thomas enfant. Comment ne l'avais-je pas vu tout de suite? Quand j'ai découvert la vérité, je l'ai confronté. Il m'a supplié de ne rien dire. Il m'a promis qu'il allait divorcer, qu'il allait tout arranger. Mais ça fait 1 an, et rien n'a changé. Au contraire, il a arrêté de m'envoyer de l'argent. Il ne vient plus voir Emma. Il ne répond plus à mes appels. Sophie s'est tournée vers moi, désespérée. « Madame Dufresne, je ne sais plus quoi faire.
Je ne viens pas pour l'argent. Enfin, si, j'en ai besoin. Mais surtout, je veux qu'Emma connaisse son père. C'est son droit. Et c'est son devoir à lui. Je ne savais pas quoi dire. J'étais sous le choc. Vous ne saviez pas? Elle a demandé en voyant mon visage. J'ai secoué la tête. Non, je ne savais rien. Rien du tout. Sophie a fermé les yeux. Je suis désolée. Je ne voulais pas. Je pensais que vous étiez au courant. Que vous étiez complice peut-être. Non, jamais. J'ai regardé Emma, cette petite fille innocente, ma petite fille. La fille de mon fils, abandonnée, oubliée, cachée comme un secret honteux. Depuis combien de temps il ne vous donne plus d'argent? 6 mois, depuis qu'il a changé de numéro. 6 mois. C'était exactement le moment où je suis venue vivre ici. Tout s'éclairait. Thomas avait besoin de mon argent parce qu'il ne voulait plus payer pour Sophie et Emma. Il avait choisi. Il avait choisi sa vie de luxe avec Céline. Et il avait abandonné sa fille, son propre enfant. « Restez ici », j'ai dit à Sophie. « S'il vous plaît, attendez. » Je suis montée dans ma chambre. J'ai pris mon sac, j'ai sorti mon chéquier, je suis redescendue, j'ai écrit un chèque de 5 000 €. Tenez, ce n'est pas grand-chose, mais ça va vous aider pour quelques mois. Sophie a regardé le chèque, bouche bée. « Madame, je ne peux pas accepter. »« Si, vous pouvez. Et vous allez. » J'ai posé ma main sur la sienne. Cet enfant est ma petite fille, même si je viens seulement de la prendre. Et une grand-mère prend soin de ses petits-enfants. Sophie a éclaté en sanglots. Elle m'a serrée dans ses bras. Emma nous regardait, ne comprenant pas vraiment ce qui se passait. Je me suis accroupie devant elle. « Emma, je suis la maman de ton papa. Ça veut dire que je suis ta grand-mère. » Ses yeux se sont illuminés. « J'ai une grand-mère? » « Oui, ma chérie, tu as une grand-mère. Et à partir de maintenant, tu ne seras plus jamais seule. » J'ai donné mon numéro à Sophie. Je lui ai dit de m'appeler si elle avait besoin de quoi que ce soit. Quand elles sont parties, je suis restée debout dans l'entrée, tremblante. Mon fils, mon propre fils. Non seulement il m'avait volée, non seulement il m'avait humiliée, mais il avait aussi abandonné sa propre fille. Le soir, quand Thomas est rentré, je l'attendais dans le salon. Il m'a vue et a eu un mouvement de recul. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» J'ai posé la photo que Sophie m'avait laissée. La photo de lui avec Emma bébé. Il est devenu blanc. « Tu as une fille, » j'ai dit calmement. « Une petite fille de 5 ans. Ta fille, ma petite fille. Et tu l'as abandonnée. » Thomas ne bougeait plus. Il était pétrifié. Céline est entrée à ce moment-là. Elle a vu la photo. Et son visage a changé. « Tu le savais, » j'ai dit en la regardant. Elle n'a pas nié. « Depuis le début, tu savais qu'il avait une fille avec une autre femme. Et tu l'as laissé faire. Vous l'avez tous les deux abandonné. » Le silence était insupportable. « Je veux que vous sortiez de cette maison, » j'ai dit d'une voix que je ne reconnaissais plus. « Maintenant. » Et là, quelque chose s'est produit que je n'avais pas prévu. Quelque chose qui allait me montrer à quel point mon fils avait changé. Thomas n'a pas bougé. Il me regardait comme si j'étais devenue folle. « Sortir? De la maison? Maman, tu ne peux pas nous mettre dehors comme ça. On habite ici. On a une vie ici. Une vie payée avec mon argent. Une vie construite sur mes mensonges. Une vie où ma petite fille est abandonnée pendant que vous vivez dans le luxe. » Céline s'est avancée. Son visage n'avait plus rien de la douceur factice qu'elle affichait d'habitude. C'était un visage dur, calculateur. « Gabriel, vous faites une grave erreur. Nous avons des droits. Nous vivons ici depuis des mois. Vous ne pouvez pas nous expulser comme ça. Juridiquement, c'est impossible. » J'ai souri. Un sourire froid. Juridiquement? Parlons-en, Céline. J'ai consulté mon avocat ce matin. En tant que propriétaire unique de cette maison, j'ai parfaitement le droit de demander à n'importe qui de partir, surtout quand il y a abus de confiance et détournement de fonds. Thomas s'est avancé vers moi. Son visage était rouge. « Tu vas vraiment faire ça? Détruire ta propre famille? Pourquoi? Pour de l'argent? » « Pour de l'argent ?» Ma voix a tremblé. Pas de peur, mais de rage contenue. « Thomas, ce n'est pas pour l'argent. C'est pour ce que cet argent représente. 38 ans de travail, de sacrifice, de rêves mis de côté. C'est la vie de ton père. C'est notre vie ensemble. Et toi, tu l'as gaspillé en restaurants de luxe et en voitures allemandes pendant que ta fille mangeait des pâtes tous les soirs chez sa mère. Emma n'est pas... Ne dis pas qu'elle n'est pas ta fille. Ne me mens plus jamais. » J'ai pointé la photo du doigt. Je la vois dans ses yeux. Elle te ressemble. Elle a ton sourire, ton front. C'est ton sang, Thomas.
Et tu l'as abandonnée. Céline a ri, un rire nerveux, presque hystérique. Vous croyez vraiment que cette femme dit la vérité? Elle a peut-être vu Thomas dans le quartier et elle invente toute cette histoire pour avoir de l'argent. Ça arrive tout le temps. J'ai vu les photos, j'ai vu les dates, j'ai vu les preuves. Je me suis tournée vers Thomas. Dis-lui, dis à Céline la vérité. Pour une fois dans ta vie, dis la vérité. Thomas a baissé les yeux. Et dans ce silence, Céline a compris. Son visage s'est décomposé. Tu as vraiment une fille avec cette femme? Thomas ne répondait pas. Réponds-moi, a crié Céline. Oui, a-t-il murmuré. Oui, j'ai une fille. Céline a reculé comme si elle avait reçu un coup. Depuis le début? Depuis qu'on est mariés? Non. Enfin, oui, c'est compliqué. On ne se parlait plus beaucoup à cette époque-là. Tu travaillais tout le temps. Je me sentais seule. C'est arrivé comme ça. Et c'est arrivé comme ça? Comme ça? Céline était maintenant en larmes. De vraies larmes cette fois. Et pendant 5 ans, tu m'as laissé vivre dans le mensonge. Pendant que tu avais une autre famille, une autre vie. Ce n'était pas une autre famille. C'était juste une erreur. Une erreur? Ma voix a coupé leur dispute. Emma n'est pas une erreur, Thomas. C'est un être humain. C'est ta fille. Et la façon dont tu parles d'elle me donne envie de vomir. Je me suis approchée de lui. Plus près que je ne l'avais fait depuis des mois. Tu sais ce qui me fait le plus mal dans tout ça? Ce n'est même pas que tu m'aies volé. Ce n'est pas que tu m'aies humilié. C'est que je ne te reconnais plus. Ma voix s'est brisée. Quand je te regarde, je cherche mon petit garçon. Celui qui pleurait quand il voyait un oiseau blessé. Celui qui partageait son goûter avec les enfants qui n'en avaient pas. Celui qui m'a dit un jour, à 8 ans, qu'il voulait être pompier pour sauver les gens. Thomas évitait mon regard. Où est-il passé, cet enfant? Qu'est-ce que tu es devenu? Il a levé les yeux vers moi. Et pour la première fois, j'ai vu quelque chose dans son regard. Pas de la honte, pas du remords, de la colère. Tu veux savoir ce que je suis devenue? Je vais te le dire, maman. Il a fait un pas vers moi. Je suis devenue quelqu'un qui en a marre d'être pauvre, quelqu'un qui refuse de vivre comme vous l'avez fait. Papa et toi, vous vous êtes contentés de si peu. Toute votre vie, vous avez économisé. Pourquoi? Pour mourir avec un peu d'argent à la banque? Thomas, non, laisse-moi finir. Tu me parles de papa comme s'il était un saint. Mais tu sais quoi? Il est mort à 60 ans. 60 ans, maman. Il n'a même pas eu le temps de profiter de sa retraite, de cet argent qu'il avait mis de côté. Il est mort en ayant tout raté. J'ai senti mes jambes trembler. Ne parle pas de ton père comme ça. Pourquoi? C'est la vérité. Il a travaillé toute sa vie comme un chien et il est mort avec rien. Rien d'autre que cette petite maison minable et quelques économies. Et tu veux que je vive comme lui? Que je me contente de rien? Ton père était un homme bien. Peut-être, mais être bien ne paie pas les factures. Être bien ne t'emmène pas en vacances aux Maldives. Être bien ne te donne pas une belle voiture. Céline elle-même le regardait maintenant avec dégoût. Alors oui, maman, j'ai pris ton argent. Parce que cet argent, tu ne savais pas quoi en faire de toute façon. Tu l'aurais laissé dormir sur un compte jusqu'à ta mort. Au moins moi, je l'ai utilisé. J'ai vécu. Qu'auriez-vous fait à ma place en entendant votre propre enfant dire de telles choses? J'ai regardé cet homme, cet étranger, et j'ai réalisé que j'avais perdu mon fils bien avant qu'il ne me vole. Sors, j'ai dit doucement. Quoi? Sors de cette maison, maintenant. Prends tes affaires et va-t'en. Tu ne peux pas? Si, je peux. Ma voix a résonné dans toute la maison. C'est ma maison, mon argent, mon nom sur les papiers, et je te demande de partir. Si tu n'es pas parti dans 1 heure, j'appelle la police. Thomas m'a regardé avec une expression que je n'oublierai jamais. Un mélange de haine et de mépris. Tu vas le regretter, il a dit doucement. Tu es vieille, seule, tu as besoin de nous. Sans moi, tu n'es rien. Au contraire, Thomas, c'est toi qui n'es rien sans mon argent. Il a serré les poings. Pendant un instant, j'ai eu peur, une peur terrible. Je ne reconnaissais plus mon fils, mais Céline l'a attrapé par le bras. Viens, on s'en va. Céline, tu ne vas quand même pas. Si, je pars. Et toi aussi. Parce que ta mère a raison. Tu es devenu quelqu'un que je ne reconnais plus. Quelqu'un que je ne suis pas sûre d'avoir jamais vraiment connu. Elle s'est tournée vers moi. Je suis désolée, Gabrielle. Pour tout. Je le savais. Pour l'argent, pour Emma, pour tout. Et je n'ai rien dit. Parce que c'était confortable. Parce que j'aimais cette vie. Mais je me dégoûte maintenant.
Elle a monté les escaliers pour faire ses valises. Thomas est resté là, debout, me fixant. « Tu ne me reverras plus jamais, » il a dit. « Plus jamais. Tu seras seule. Et quand tu seras mourante dans un hôpital, seule, sans personne, tu te souviendras de ce jour. Tu te souviendras que c'est toi qui as détruit ta famille. » Non, Thomas, c'est toi qui l'as détruite. Le jour où tu as choisi l'argent plutôt que l'amour. Il était monté faire ses bagages. Je suis restée dans le salon, tremblante. 1 heure plus tard, ils étaient repartis. 2 valises chacun. La voiture de Céline chargée à bloc. Thomas ne m'a pas dit au revoir. Il n'a même pas regardé en arrière. La porte s'est refermée. Et je me suis retrouvée seule, complètement seule, dans cette grande maison silencieuse. J'ai regardé autour de moi. Le salon vide. La table, où nous n'avions jamais vraiment mangé ensemble. Les murs qui n'avaient jamais vraiment été chaleureux. Et j'ai pleuré. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Pas pour l'argent, pas pour la maison, mais pour mon fils, pour l'homme qu'il était devenu, pour la relation que nous n'aurions plus jamais. Cette nuit-là a été la plus longue de ma vie. Mais au petit matin, quelque chose en moi avait changé. J'avais pris une décision qui allait tout changer. Les premiers jours après leur départ ont été terribles. Je marchais dans cette maison vide, et chaque pièce me renvoyait au silence. Le matin, je me réveillais et j'oubliais pendant quelques secondes que j'étais seule. Puis, la réalité revenait, comme une vague froide. J'avais gagné ma maison, mais j'avais perdu mon fils. Était-ce vraiment une victoire? La nuit, je ne dormais pas. Je pensais à Thomas enfant. Je revoyais son sourire, ses premiers pas, son premier jour d'école. Je me demandais où tout avait basculé. Quel moment précis avait transformé cet enfant plein de tendresse en cet homme plein d'amertume? Et puis, une nuit, j'ai compris. C'était 3 heures du matin. J'étais assise dans la cuisine, une tasse de camomille entre les mains, quand un souvenir est remonté. Thomas avait 15 ans. C'était l'année où tout avait changé pour lui. Il était dans un lycée privé, un bon établissement. Ses camarades venaient de familles aisées. Des familles avec de grandes maisons, des voitures luxueuses, des vacances à l'étranger. Nous, on faisait ce qu'on pouvait. Henri travaillait dur, moi aussi. Mais on n'était pas riches. On ne l'a jamais été. Je me souviens d'un soir. Thomas était rentré de l'école, le visage fermé. Il était monté directement dans sa chambre sans dire un mot. J'étais allée le voir. Il était allongé sur son lit, les yeux au plafond. « Qu'est-ce qui se passe, mon chéri ?» Il n'avait pas répondu tout de suite. Puis, d'une voix étouffée, « Pourquoi on est pauvre ?» J'avais été surprise par la question. « On n'est pas pauvre, Thomas. On a tout ce qu'il faut. Un toit, à manger, des vêtements. Les autres ont des Nike. Moi, j'ai des chaussures du marché. Les chaussures ne font pas l'homme. Les autres partent au sport d'hiver. Nous, on va chez mamie à la campagne. Mais tu aimes bien chez mamie, non ?» Il s'était tourné vers moi, les yeux brillants de larmes. « Maman, ils se moquent de moi. Ils disent que papa est juste un ouvrier, que notre voiture est une poubelle, que je porte les mêmes jeans depuis 2 ans. » Mon cœur s'était serré. Les gens qui se moquent des autres pour ça ne valent pas la peine qu'on les écoute, peut-être. Mais eux, ils ont raison. On est pauvres. Et je déteste ça. Ce soir-là, Henri et moi avions longuement parlé. On s'était demandé si on devait le changer d'école. Mais Thomas voulait rester. Il disait que partir serait comme admettre qu'ils avaient raison. Alors il était resté. Mais quelque chose en lui avait changé. Il s'était mis à travailler comme un fou, pour avoir les meilleures notes, pour être le meilleur, pour prouver qu'il valait autant qu'eux, même s'il n'avait pas leur argent. Et il avait réussi. Il était devenu brillant, premier de sa classe, admis dans une grande école de commerce. Mais cette blessure ne s'était jamais refermée. Cette honte d'être le pauvre, le fils de l'ouvrier. Et maintenant, assis dans cette cuisine à 3 heures du matin, je comprenais. Thomas ne m'avait pas volé par méchanceté pure. Il m'avait volé parce qu'il avait passé toute sa vie à essayer de combler ce vide, ce sentiment de ne pas être assez, de ne jamais avoir assez. Il voulait prouver au monde qu'il n'était plus ce garçon aux chaussures du marché. Il était devenu l'homme au voyage aux Maldives, l'homme à la voiture allemande. Et moi, sans le savoir, j'étais devenu le symbole de ce passé qu'il voulait effacer. La maison modeste, les économies de bouts de chandelle, la vie simple qu'il méprisait. Comprendre ça ne justifiait rien. Mais ça m'aidait à voir mon fils, non pas comme un monstre, mais comme un homme blessé
qui avait fait des choix terribles. Le lendemain matin, j'ai appelé Sophie. « Allô? Sophie, c'est Gabrielle, la mère de Thomas. Madame Dufresne. Comment allez-vous? » Aussi bien que possible. « Écoutez, j'aimerais vous inviter, vous et Emma, à déjeuner dimanche. Si vous êtes libre. » Il y a eu un silence surpris. « Vous êtes sûr? » « Absolument. Emma est ma petite fille, et j'ai raté les 5 premières années de sa vie. Je ne veux pas en rater une de plus. » J'ai entendu Sophie renifler au téléphone. « Merci, » elle a murmuré. « Merci, infiniment. » Le dimanche suivant, elles sont venues. Emma portait une petite robe rose. Elle avait apporté son doudou, un lapin tout usé qu'elle serrait contre elle. J'avais préparé un déjeuner simple mais avec amour. Du poulet rôti, des légumes du jardin, une tarte aux pommes maison. Emma était timide au début. Elle me regardait avec de grands yeux curieux. « Tu aimes les roses ?» je lui ai demandé. Elle a hoché la tête. « Viens, je vais te montrer le jardin. » Je l'ai emmenée dehors. Je lui ai montré les rosiers, les pivoines, le petit coin d'herbes aromatiques. « Tu sens ?» j'ai dit en frottant une feuille de menthe entre mes doigts. Elle a senti et a ri. « Ça sent bon. C'est de la menthe. On peut la mettre dans le thé ou dans la limonade. Maman fait de la limonade l'été. Ta maman est une femme intelligente. » On s'est assise sur le banc du jardin. Emma a posé sa tête contre mon épaule. « Tu es vraiment ma mamie ?»« Oui, ma chérie. »« Mamie, pourquoi papa ne vient jamais nous voir ?» La question m'a coupé le souffle. Comment expliquer à une enfant de 5 ans que son père l'a abandonnée? Comment trouver les mots qui ne la blesseront pas encore plus? Ton papa, il a fait des erreurs, des grandes erreurs. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas. Maman dit qu'il nous a oubliés. Non, on n'oublie jamais ses enfants. Jamais. Ton papa est juste perdu en ce moment. Comme quand je me perds au supermarché? Oui, un peu comme ça. Et toi, tu vas nous oublier aussi? J'ai pris son petit visage entre mes mains. Jamais. Tu m'entends? Jamais. À partir d'aujourd'hui, tu as une mamie. Et une mamie, ça ne disparaît pas. Elle m'a souri. Un sourire si pur, si innocent, que j'ai senti mon cœur fondre. Pendant le déjeuner, Sophie m'a raconté sa vie. Elle travaillait maintenant dans une librairie. Elle aimait les livres, la poésie. Elle élevait Emma seule, sans famille proche. Mes parents sont morts quand j'avais 20 ans. Un accident de voiture. Je n'ai pas de frères et sœurs. C'est juste Emma et moi. Maintenant, vous n'êtes plus seuls. Vous avez une famille. Moi. Sophie a pleuré. De vraies larmes de soulagement. Vous savez, Gabrielle, je n'en veux même plus à Thomas. Pas vraiment. Parce que grâce à lui, j'ai Emma. Et maintenant, grâce à vous, elle a une grand-mère. Ce dimanche-là, quelque chose s'est réparé en moi. J'avais perdu mon fils, mais j'avais trouvé ma petite fille. Les semaines suivantes, Emma et Sophie sont venues régulièrement. Parfois juste pour un café, parfois pour passer la journée. J'emmenais Emma au parc. Je lui lisais des histoires. Je lui apprenais à faire des gâteaux. Toutes ces choses de grand-mère que j'avais rêvé de faire un jour. Un après-midi, alors qu'Emma faisait la sieste dans le canapé, Sophie et moi étions assises dans le jardin. « Vous avez des nouvelles de Thomas ?» elle a demandé. « Non, aucune. Il a tenu parole. Il ne m'a plus contactée. Et Céline? Ils ont divorcé. Mon avocat m'a tenu informée. Apparemment, elle ne supportait pas le mensonge sur Emma. Elle a demandé le divorce 2 semaines après leur départ. Il est seul maintenant. Oui. Vous pensez qu'il va revenir? J'ai réfléchi longtemps avant de répondre. Je ne sais pas. Une partie de moi espère, parce que c'est mon fils, mais une autre partie sait qu'il faudrait qu'il change profondément. Et je ne suis pas sûre qu'il en soit capable. Et s'il revenait, vous le pardonneriez? Le pardon, c'est compliqué. Je pourrais peut-être pardonner le vol, l'humiliation, mais abandonner Emma, ça, je ne sais pas si je pourrais. Sophie a posé sa main sur la mienne. Vous êtes une femme remarquable, Gabrielle. Emma a beaucoup de chance. Non, c'est moi qui ai de la chance. Et c'était vrai. Dans cette petite fille, j'avais retrouvé une raison de vivre, une raison de me lever le matin, une raison de sourire. Mon avocat, pendant ce temps, continuait le travail. Il avait récupéré une partie de l'argent. Pas tout. Une grande partie avait été dépensée et ne pouvait être récupérée, mais il avait gelé certains comptes, bloqué certaines transactions. Thomas devait maintenant me rembourser, selon un échéancier strict, 500 € par mois pendant des années. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était symbolique. C'était reconnaître sa faute. Un soir,
Alors que je bordais Emma, qui dormait dans la chambre d'amis que j'avais aménagée pour elle, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. J'ai hésité, puis j'ai décroché. « Allô? Maman ?» Mon cœur s'est arrêté. C'était Thomas. Sa voix était différente, brisée, fatiguée. « Thomas, je sais que je n'ai pas le droit d'appeler, que tu ne veux sûrement plus me parler, mais je devais essayer. » Je ne disais rien. J'attendais. « Maman, je suis désolée, tellement désolée. Pour tout. L'argent, les mensonges, la façon dont je t'ai traité. Emma, tout. Où es-tu? » Dans un petit appartement. Seule. Céline est partie. Mon travail. J'ai eu des problèmes. J'ai perdu beaucoup de clients. Les remboursements que je te dois me laissent à peine de quoi vivre. Il y a eu un silence. Et tu sais quoi? Je le mérite. Je mérite tout ça. Thomas? Non, laisse-moi finir. J'ai passé les dernières semaines à réfléchir. À vraiment réfléchir. Et j'ai compris. J'ai compris que j'ai tout gâché. Pourquoi? Pour de l'argent. Pour une illusion de réussite. Et maintenant, je n'ai plus rien. Ni femme, ni argent, ni mère, ni fille. Sa voix s'est brisée. Est-ce que tu pourrais un jour me pardonner? J'ai regardé Emma qui dormait paisiblement. Cette petite fille qui l'avait abandonnée. Je ne sais pas, Thomas. Vraiment pas. Je comprends. Mais j'ai respiré profondément. Mais il y a quelqu'un que tu devrais appeler. Quelqu'un à qui tu dois des excuses encore plus qu'à moi. Qui? Ta fille, Emma. Il y a eu un long silence. Elle voudra me parler? Je ne sais pas. Mais tu lui dois au moins d'essayer. Nous avons raccroché. Cette nuit-là, j'ai peu dormi, parce que je savais qu'un moment de vérité approchait. Un moment qui déterminerait si notre famille pouvait un jour guérir, ou si elle était brisée pour toujours. 2 semaines se sont écoulées avant que je reçoive un nouveau coup de fil de Thomas. Cette fois, sa voix était différente, plus calme, plus humble. « Maman, j'ai réfléchi à ce que tu m'as dit, sur Emma. Est-ce que je pourrais la voir? Avec toi présente, bien sûr. Je ne veux pas forcer quoi que ce soit, mais j'aimerais essayer. J'ai appelé Sophie le soir même. Elle était hésitante, c'était normal. Mais après en avoir discuté longuement, elle a accepté. Pour Emma, pas pour Thomas. Elle pose des questions sur son père, m'a dit Sophie. Tout le temps. Elle voit les autres enfants à l'école avec leur papa et elle se demande pourquoi elle n'en a pas. Peut-être que c'est le moment. Mais s'il la blesse, Gabriel, je ne le lui pardonnerai jamais. Moi non plus. La rencontre a eu lieu un samedi après-midi, dans mon jardin. Territoire neutre. Un endroit où Emma se sentait en sécurité. J'avais préparé du chocolat chaud et des biscuits. Sophie était là, assise à côté d'Emma sur le banc du jardin. La petite portait sa robe préférée, celle avec des papillons brodés. Quand Thomas est arrivé, j'ai eu un choc. Il avait maigri. Beaucoup. Ses vêtements étaient simples, presque usés. Plus de costume 3 pièces, plus de montre de luxe. Juste un jean et un pull. Mais c'est son regard qui m'a le plus frappé. Il était différent, plus doux, comme si quelque chose en lui s'était brisé ou réveillé. Emma s'est cachée derrière Sophie quand elle l'a vue. Thomas s'est accroupi, gardant ses distances. « Bonjour, Emma. Je m'appelle Thomas. Je suis ton papa. » La petite le regardait avec des yeux immenses, curieuse mais méfiante. « Maman dit que tu étais perdue. » Thomas a jeté un coup d'œil vers moi, puis vers Sophie. « Oui, j'étais très, très perdue. Pendant longtemps. Mais j'essaie de retrouver mon chemin maintenant. »« Et tu m'as trouvé ?» La question était si simple, si innocente, qu'elle m'a brisé le cœur. « Oui, grâce à ta mamie. Elle m'a montré le chemin. » Emma est sortie lentement de derrière Sophie. Elle s'est approchée de Thomas avec sa petite démarche hésitante. « Tu es vraiment mon papa ?»« Oui, ma chérie. »« Pourquoi tu étais perdue si longtemps ?» Thomas a fermé les yeux. Quand il les a rouverts, ils étaient remplis de larmes. « Parce que j'ai fait des erreurs, de très grosses erreurs. J'ai cru que des choses qui n'étaient pas importantes l'étaient, et j'ai oublié ce qui comptait vraiment. Comme quoi? Comme toi, comme ta maman, comme l'amour. » Emma a tendu la main et a touché le visage de Thomas. Un geste d'une tendresse déchirante. « Tu pleures? »« Oui, parce que je suis triste de t'avoir raté pendant si longtemps. Mamie dit que quand on est triste, il faut des câlins. » Et sans prévenir, elle s'est jetée dans ses bras. Thomas l'a serrée contre lui comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. Et peut-être qu'elle l'était. Il pleurait ouvertement maintenant, le visage enfoui dans les cheveux de sa fille. Sophie pleurait aussi.
Moi aussi. Ce moment n'effaçait rien. Il ne réparait pas les années perdues. Il ne justifiait pas l'abandon. Mais c'était un début. Un tout petit début. Ils ont passé l'après-midi ensemble. Thomas a joué avec Emma dans le jardin. Il l'a poussée sur la balançoire que j'avais fait installer. Il a écouté ses histoires sur l'école, sur ses amis, sur son lapin en peluche. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai vu mon fils tel qu'il était autrefois, avant l'amertume, avant l'avidité. Quand Sophie et Emma sont parties, Thomas est resté. Nous nous sommes assis tous les deux sur le banc du jardin, dans le silence du crépuscule. « Merci », il a dit finalement, « pour tout, pour ne pas m'avoir claqué la porte au nez, pour m'avoir donné cette chance. Ce n'est pas à moi que tu dois dire merci, c'est à Emma et à Sophie. Je sais. » Il a regardé ses mains. « Maman, je veux que tu saches quelque chose. Je sais que je ne pourrai jamais réparer ce que j'ai fait. Je sais que je t'ai volé, que je t'ai humilié, que j'ai abandonné ma fille. Je porte ça tous les jours, et je le porterai pour le reste de ma vie. Thomas, laisse-moi finir, s'il te plaît. » Il a respiré profondément. « J'ai passé toute ma vie à vouloir être riche, à vouloir prouver que j'étais mieux que mes origines. Mais aujourd'hui, dans ce jardin, en tenant Emma dans mes bras, j'ai compris quelque chose. Il s'est tourné vers moi. Papa n'est pas mort pauvre. Il est mort riche, riche de ton amour, riche de ses souvenirs, riche d'une vie bien vécue. Et moi, avec tout mon argent, mes restaurants, mes voyages, j'étais le plus pauvre des hommes. J'ai pris sa main, cette main qui avait tant pris, qui avait tant blessé, mais qui était encore celle de mon fils. L'important, c'est ce que tu fais maintenant, pas ce que tu as fait avant. Je veux être un bon père pour Emma. Je ne sais pas comment, je n'ai aucune idée de par où commencer. Mais je veux essayer. Un bon père, Thomas, c'est quelqu'un qui est là, présent, pas parfait, juste présent. Nous sommes restés assis là, alors que le soleil se couchait, peignant le ciel de rose et d'or. « Est-ce que tu peux me pardonner un jour ?» il a demandé dans un murmure. Le pardon, ce n'est pas quelque chose qui arrive d'un coup. C'est un chemin, long, difficile. Mais si tu changes vraiment, si tu deviens l'homme que je sais que tu peux être, alors oui, peut-être, un jour. Il a hoché la tête. C'est tout ce que je peux demander. Les mois qui ont suivi ont été une période de reconstruction lente. Thomas a commencé à voir Emma régulièrement. 1 fois par semaine d'abord, puis 2 fois, puis chaque week-end. Il l'emmenait au parc, à la bibliothèque, au zoo, des activités simples, gratuites ou presque, parce que son argent était compté maintenant. Les remboursements qu'il me devait le laissaient avec le strict minimum. Mais étrangement, il semblait plus heureux. Un dimanche, nous étions tous réunis dans mon jardin. Sophie, Emma, Thomas et moi. Une famille étrange, recomposée par la douleur et la rédemption. Emma jouait avec les bulles de savon que Thomas lui avait achetées. 5 € dans un magasin discount. Mais elle riait comme si c'était le plus beau cadeau du monde. « Tu vois, » j'ai dit à Thomas, « ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur. C'est ça. » J'ai montré Emma qui poursuivait les bulles, ses rires cristallins emplissant le jardin. « Je sais maintenant, » il a répondu doucement. Sophie et Thomas ont même commencé à se parler civilement. Pas d'amour entre eux. Cette histoire était terminée. Mais du respect, de la coopération. Pour Emma. Mon avocat a finalisé l'accord de remboursement. Thomas paierait pendant 15 ans. Ce n'était pas tout l'argent perdu, mais c'était quelque chose. Et surtout, c'était une reconnaissance de sa faute. J'ai utilisé une partie de l'argent récupéré pour ouvrir un compte épargne pour Emma, pour ses études futures, pour qu'elle n'ait jamais à se sentir pauvre, mais aussi pour qu'elle apprenne la valeur de l'argent. 1 an après cette terrible révélation, je me suis réveillée un matin avec une sensation étrange, une sensation que je n'avais pas ressentie depuis longtemps, la paix. Je me suis levée, j'ai préparé mon café et je me suis assise dans le jardin avec un livre. Le soleil brillait doucement, les oiseaux chantaient, et j'étais bien, seule, mais pas solitaire, blessée, mais en train de guérir. Le téléphone a sonné. C'était Emma. « Mamie, c'est moi. Bonjour, ma chérie. »« Mamie, papa m'a appris à faire du vélo. Sans les petits trous, je suis tombée 3 fois, mais après j'ai réussi. » Sa joie était contagieuse. « C'est merveilleux, mon cœur. Papa dit que tu sais faire les meilleurs gâteaux au chocolat du monde. On peut venir en faire avec toi aujourd'hui ? » « Bien sûr, venez quand vous voulez. » L'après-midi, Emma, Thomas et Sophie sont arrivés. Nous avons fait des gâteaux, nous avons ri, nous avons vécu. En regardant cette scène,
mon fils aidant sa fille à casser les œufs, Sophie riant des bêtises d'Emma, j'ai réalisé quelque chose. La justice n'était pas dans la punition, elle était dans la transformation. Thomas n'était plus l'homme qui m'avait volé. Il ne le serait peut-être plus jamais. Il se battait chaque jour contre ses vieux démons. Certains jours, il gagnait. D'autres jours, il perdait. Mais il essayait. Et c'était tout ce qu'on pouvait demander. Ce soir-là, après leur départ, je me suis assise à ma table et j'ai écrit une lettre. Pas pour l'envoyer, juste pour moi, pour mettre des mots sur cette année incroyable. Cher moi, il y a 1 an, tu pensais avoir tout perdu. Ton argent, ta maison, ton fils, ta dignité. Mais aujourd'hui, tu sais que tu n'as rien perdu. Tu as tout retrouvé. Tu as retrouvé ta force, celle que tu croyais avoir perdue avec Henri. Tu as retrouvé ta voix, celle que tu avais appris à étouffer. Tu as retrouvé ta valeur, celle que personne ne peut te prendre. Et surtout, tu as trouvé Emma, cette petite lumière qui a rallumé ton cœur. Alors oui, ça a fait mal, terriblement mal. Il y a eu des nuits où tu as pleuré jusqu'à l'aube, des moments où tu as voulu abandonner. Mais tu ne l'as pas fait, tu t'es battu, et tu as gagné. Pas contre ton fils, contre la peur, contre le silence, contre cette voix qui te disait que tu ne méritais rien. Aujourd'hui, à 63 ans, tu commences une nouvelle vie. Une vie où tu choisis, où tu décides, où tu existes. Et c'est la plus belle des victoires. J'ai plié la lettre et je l'ai rangée dans le tiroir de ma table de nuit, à côté de la photo d'Henri. Il aurait été fier, je crois. Aujourd'hui, quand je repense à tout ça, je ne ressens plus de colère, juste une immense tristesse pour tout ce temps perdu, mais aussi de la gratitude. Gratitude pour la force que j'ai découverte en moi. Gratitude pour Sophie et Emma qui m'ont donné une raison de sourire. Gratitude même pour cette douleur qui m'a réveillée. Si mon histoire peut aider, ne serait-ce qu'une seule personne à ouvrir les yeux, à retrouver sa voix, à se battre pour ce qui lui appartient, alors tout cela en valait la peine. Parce qu'il n'est jamais trop tard. Jamais trop tard pour dire non. Jamais trop tard pour se défendre. Jamais trop tard pour recommencer. J'ai 63 ans, et ma vie vient juste de commencer. Je m'appelle Gabrielle Dufresne, et c'est mon histoire. Une histoire de douleur, de trahison, mais aussi de rédemption et d'espoir. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin d'espoir aujourd'hui. Quelqu'un qui pense qu'il est trop tard. Quelqu'un qui a oublié sa propre valeur. Dites-leur qu'il n'est jamais trop tard pour se relever. Jamais.